C'est une famille rongée par les questions. Christine et Thierry viennent d'enterrer leur fille. Aurélie et Jennifer, leur sœur. Elle aurait été victime d'un meurtre. On aurait bien quand même voulu lui dire au revoir, quoi. J'arrive pas à réaliser en fait. Pour moi, c'est pas elle qui est partie. Pourquoi il a fait ça et pour quelle raison? Estelle Ratter, 25 ans, vivait seule avec son petit garçon de 4 ans. Sans emploi, elle voulait passer le concours de gardien de la paix. C'était une bonne vivante, c'était tout. Elle était pleine de vie, elle avait la volonté de s'en sortir toute seule. Elle avait le cœur sur la main, comme on peut dire. Elle rendait service à tout le monde. Estelle aurait été assassinée par le père de son ex-compagnon, Joss Guy, 49 ans, un homme au lourd casier judiciaire. Tout commence quelques jours avant le confinement. Joss Guy sort d'un long séjour en prison. Fâché avec ses enfants, il trouve un point de chute dans cette cité populaire de Saint-Dié-des-Vosges. Chez Estelle, son ex-belle-fille et mère de son petit-fils. Elle est l'une des rares personnes qui lui écrivait durant sa détention. Pendant 2 mois, la cohabitation semble se dérouler sans nuages. Le grand-père et son petit-fils apprennent à se connaître. En témoigne Adrien, un ami très proche d'Estelle, qui habite dans le même immeuble. Elle était contente parce qu'il l'aidait justement à s'occuper du gamin aussi. Des fois, il aimait bien jouer avec le petit devant. Quand elle sortait le soir, c'est lui qui s'en occupait. Et des fois, il venait discuter avec nous. Non, on discutait bien avec lui. Oh, il était gentil, il était adoré dans le quartier. Tout le monde l'aimait bien. Tout semble bien se passer jusqu'au 3 mai dernier. Estelle ne répond plus aux appels d'Adrien, ni lorsqu'il frappe à sa porte. C'est alors que Joss se présente chez lui. Voilà, c'est lui qui vient sonner à ma porte. Et en me disant que justement, elle est partie son Nancy pour aller chercher un nouveau téléphone parce que justement, le petit aurait jeté le téléphone de Estelle dans les toilettes. Adrien ne va pas être rassuré très longtemps, car 2 jours plus tard, Joss va raconter au téléphone une toute autre histoire à son propre fils, Marvin. Il se plaint des absences répétées d'Estelle. Il m'a dit que Estelle s'amusait à découcher. Il m'a demandé d'aller chercher mon fils. J'ai été avec ma belle-sœur. Et puis, arrivé là, Estelle n'était pas au domicile. Il n'avait pas de chaussures devant l'entrée, il n'avait pas de sac, son sac à main sur la table du salon. Donc c'était crédible qu'elle soit pas là? Voilà. En fait, tout faisait penser qu'elle était partie. Mon fils, il était en train de finir de manger. Et mon père, il n'était pas nerveux ni rien, il était très calme. Il était comme d'habitude, en fait. À ce moment-là, Estelle serait déjà morte, son corps caché dans l'appartement. Malgré la détente apparente de Joss, Jennifer, qui accompagne Marvin ce jour-là, sent que quelque chose ne va pas. Je me suis inquiétée dès le premier jour où j'ai été chercher le gamin, parce que je lui ai dit c'est pas normal. Sur son téléphone, elle était H24, donc j'ai dit c'est impossible que son téléphone est resté sur répondeur. Jennifer se rend aussitôt au commissariat de Saint-Dié-des-Vosges. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Les pompiers pénètrent dans l'appartement d'Estelle, mais ne trouvent personne. Elle semble s'être volatilisée. Mais le 14 mai dernier, 11 jours après sa disparition, un voisin signale une forte odeur émanant du domicile de la jeune femme. Prévenus, les policiers forcent la porte d'entrée. Cette fois, ils découvrent son cadavre.
Au parquet d'Épinal, c'est le procureur Nicolas Hetz qui supervise l'enquête. Le corps est dans son lit et recouvert d'une couverture ou d'une couette. Le corps est abîmé, le corps est en état de putréfaction, à tel point que nous n'avions pas de certitude pour être sûr qu'il s'agissait de cette jeune femme. C'est l'analyse ADN qui va nous en donner la certitude. Pour les enquêteurs, pas de doute, Joss Guy, homme au casier judiciaire chargé, est le suspect tout désigné. Ce père de 6 enfants, sans emploi, a grandi dans une famille de 12 frères et sœurs dans les Vosges. Toute sa vie, il a connu des démêlés avec la justice, notamment pour une affaire de viol incestueux quand il avait 25 ans. Mais c'est surtout la suite qui intéresse les enquêteurs. Joss Guy a déjà été condamné pour meurtre, celui de sa compagne. Un soir de novembre 2003, la jeune femme de 20 ans disparaît mystérieusement de cet immeuble d'une cité de Nancy, où ils vivent tous les deux. Elle est retrouvée 3 semaines plus tard, dans son lit, un câble d'antenne de télévision autour du cou. Joss se rend, reconnaît avoir tué la jeune femme, mais lors du procès minimise son rôle. Il explique qu'il l'a seulement aidée à se suicider. Voilà le premier drame. Voilà ma plaidoirie. À l'époque, maître Gérard Welzer représente la famille de la victime. Violence sur sa concubine, violence sur les policiers, mythomane, braquage de banque, manipulateur. Il se souvient d'un homme particulièrement coriace. Au cours du procès et au cours de l'instruction, la difficulté, c'est que ce manipulateur meurtrier utilise la personnalité d'Angélique, qui était une jeune fille de 20 ans, qui avait été un peu fragile, comme on peut l'être à 20 ans, et manipule les magistrats, les enquêteurs. Il essaye de manipuler en disant « Je l'aimais, je ne suis pas violent. Voyez-vous, c'était une fille fragile. Je l'ai aidée à mourir. Elle voulait mourir. » C'est ce qu'il osait dire. Maître Luc Girard, qui défend Joss Guy à l'époque, est frappé par la scène de crime. Il a organisé une mise en scène morbide. Il avait couvert le corps de cette jeune femme, je crois, d'une couverture en velours noir. Il avait laissé plonger la pièce dans l'obscurité totale. Lui-même s'était habillé en noir, mais des pieds à la tête, intégralement en noir. Il avait installé 2 ou 3 cierges allumés à côté du corps. Et il était resté plusieurs jours à côté du cadavre de sa compagne. Joss Guy est condamné à 18 ans de prison et après avoir effectué l'intégralité de sa peine, est libéré en septembre 2019, 7 mois avant la disparition d'Estelle. Après 10 jours de cavale, il est arrêté près de Metz, grâce notamment au bornage téléphonique. Il passe aux aveux et décrit un mode opératoire très similaire au meurtre d'Angélique, sa première victime. Cette personne a été entendue et très rapidement, elle a été entendue à 4 reprises. Elle va reconnaître très rapidement avoir étranglé la victime à l'aide de ce câble de chargeur de téléphone portable par derrière. Cette personne, elle va varier en revanche sur le mobile de cet acte que nous ne connaissons pas encore à cette heure avec précision parce qu'elle a émis 2 séries d'explications qui ne sont pas cohérentes entre elles. L'avocat de Joss Guy n'a pas souhaité s'exprimer sur le fond du dossier. Pourquoi cet homme a-t-il tué Estelle? Sa mort aurait-elle pu être évitée? Maître Girard, l'avocat de Joss Guy au premier procès, assure en tout cas avoir été particulièrement marqué par le profil de son client. Je dois dire que je garde le souvenir du regard de Joss Guy. C'est un regard qui était pénétrant et qui, quelque part, était inquiétant. Vous sentiez un malaise
Et vous sentiez que derrière ce regard, il y avait une personnalité très complexe qui, malheureusement, pouvait se révéler extrêmement dangereuse. Lors du procès, un des experts psychiatres avait même tiré la sonnette d'alarme. Sa personnalité est dans un registre borderline, avec des modalités de relation à l'autre de type perverse. L'autre est mis en position d'objet. Il conclut: il n'est pas possible d'exclure un risque de récidive. En 2015, Josh Guy formule des demandes de sortie anticipée, lors desquelles il est représenté par Maître Samira Boudiba. 10 ans après les mises en garde des psychiatres, rien n'a changé. À chaque fois, ça a été unanime. Concernant M. Gay, c'était catégoriquement un avis défavorable. Les psys indiquaient régulièrement, au niveau de leurs avis, que le profil de M. Gay était un profil inquiétant et qu'il y avait une dangerosité qui laissait présager une récidive. À l'époque de sa condamnation, le suivi des détenus après l'exécution de leur peine n'existait pas. En septembre 2019, comme le veut la loi, les juges n'avaient donc d'autre choix que de le libérer sans surveillance. Marvin, lui, croyait à la réinsertion de son père. Pour nous, on pensait qu'il avait changé parce qu'il m'avait dit qu'il avait regretté, que ça lui a servi de leçon, ce qu'il me disait, et que qu'il n'allait pas recommencer ni rien. Et en fait, il n'a pas changé et il ne changera jamais. Pour moi, il n'existe plus. Pour Marvin et la famille d'Estelle, demeure une inquiétude. L'avenir du petit garçon du couple qui aurait été dans l'appartement le soir du meurtre. Et est-ce que le petit a vu quelque chose ou pas? Ça, c'est... Comme il n'a pas de réaction, on ne peut pas... Où est-ce qu'il a eu Où est-ce qu'il a... sa mère voilà. unanimée, quoi. Il appelle tout le monde maman, mais je pense qu'il y a le manque qui commence à se faire sentir. Là, il l'a traumatisé à vie, en fait. Il lui a détruit sa vie. Pour le meurtre d'Estelle en état de récidive, Josh Guy risque la prison à perpétuité.